Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour un topo de mes lectures du mois de juillet. On y est arrivé. Au programme aujourd'hui, tu vas retrouver de la littérature belge, égyptienne, anglaise, de la fantaisie, de la science-fiction et également de la littérature allemande. C'est parti avec le premier roman que j'ai lu en juillet. C'est Guldentop de Marie Gevers. C'est un livre qui a été écrit en 1935. Donc Marie Gevers est une autrice belge. Je te l'avais présentée lorsque j'avais présenté et lu La Comtesse des Digues, que j'avais vraiment adoré. Quand je suis allée à Redut, toujours, j'ai trouvé dans une bouquinerie un exemplaire de Guldentop. J'ai eu envie de le découvrir alors que je ne connaissais pas du tout l'histoire. Et donc je me suis lancée dans ce roman. Ce sont des nouvelles qui sont des pures nouvelles du folklore populaire, belge et je pense même flamand. La narratrice nous raconte son enfance teintée et imprégnée du fantôme Guldentop. En effet, cet esprit, qui peut apparaître sous diverses formes, joue des tours aux habitants. Ça c'est pour l'histoire parce que il n'y a pas véritablement d'autres histoires. On est tout à fait dans des petites nouvelles avec différents timings, différents personnages, et à chaque fois, la narratrice ou le narrateur parle d'un événement qui s'est produit, d'une frayeur qui est survenue à un habitant ou à plusieurs habitants à cause de ce fantôme Guldentop. Et donc, au fur et à mesure des nouvelles, on apprend un petit peu à reconstruire qui est ce Guldentop, qu'est-ce que c'est, et quelle est son influence sur les gens. L'écriture de Marie Gevers est vraiment toujours un plaisir, elle est très délicate et j'ai retrouvé sa plume avec beaucoup de plaisir parce que c'est une écriture que j'apprécie énormément. L'ambiance aussi, qui est du début 20e, avait plein de charme, c'était un charme même suranné. Ce folklore est bien retranscrit, on s'y croirait presque. Il y a plein de petits détails sur la vie paysanne ou la vie de cette époque-là. Donc l'immersion est présente, ou possible en tout cas. Le point négatif pour moi, c'est que je n'ai pas trouvé beaucoup d'intérêt à ce folklore, justement. Je me suis donc un petit peu ennuyée au fur et à mesure des nouvelles, parce que, évidemment, mon intérêt était piqué au départ, et puis lorsque j'ai compris où ça nous menait, ou en tout cas, lorsque les mécaniques se sont répétées, j'ai moins été intéressée par ce folklore, par le côté effrayant que c'est censé apporter. Et donc voilà, moi ça m'a moins touchée et j'étais moins sensible clairement à cet impact du Guldentop. J'ai pas vraiment trouvé ça ni effrayant, ni drôle. Et donc comme je suis restée un peu trop sur le descriptif de ce qu'il se passe pour ses habitants, ce n'était pas suffisant évidemment pour que je puisse bien apprécier ma lecture. Donc c'est un petit loupé pour moi. Voilà, une lecture comme je le dis, moyenne, mais l'écriture y est toujours. Et donc si tu veux la découvrir, voilà, peut-être que ça te parlera davantage qu'à moi. Après le folklore, j'ai voulu continuer ma lecture avec de la fantaisie. J'ai donc enchaîné avec Rue, écrit par Camille Le Boulanger en 2021. On est ici aux éditions de La Talente. Camille Le Boulanger est un auteur français dont j'avais déjà lu Le Chien du Forgeron et Enfin la nuit, deux ouvrages que j'avais vraiment beaucoup aimés. Je me lançais donc avec un a priori très positif pour cette lecture. L'histoire part dans un imaginaire qui est très très précis, parce qu'il s'agit d'une société qui habite dans Rue. Donc, Rue qui est une bête, on y vit dans ses organes, dans sa tête, dans tout son corps. Parce que Rue est tellement grand que les habitants, que la ville, ou que les villes sont entièrement dans Rue. Et sa grandeur est telle qu'on ne peut pas voir Rue en entier non plus. À l'intérieur sévit une société qui est, somme toute, assez similaire à la nôtre. Dans cette société, on va retrouver des violences policières, on va retrouver des migrations, de la pauvreté, des laissés pour compte, des gouvernements qui prennent des décisions contestables, une population qui va se taire et un petit nombre qui s'insurge. Donc c'est un petit peu autour de ça que va tourner cette histoire. Comme d'habitude, je ne vais pas t'en dire plus parce que j'aime, moi, me lancer dans une histoire que je ne connais pas et je n'aime pas trop divulguer d'informations sur les histoires. Donc je
je vais en rester là pour l'histoire. J'ai retrouvé l'écriture de Camille Le Boulanger. Je trouve qu'à chaque fois, il se renouvelle. J'ai pas l'impression que je puisse vraiment retrouver son style et me dire « Ah, ça c'est du Camille Le Boulanger », mais à chaque livre que je lis de lui, je me dis que, en tout cas, c'est une écriture que j'apprécie beaucoup et que je trouve très belle. Ici, on est dans une écriture un peu plus organique, je trouve. Alors, ça paraît évident puisqu'on est dans un organisme vivant, mais ça l'est et donc c'est très cohérent puisque c'est très semblable à l'univers. Il arrive à être très descriptif et en même temps donner des émotions. Les descriptions sont là pour donner corps aux personnages et pour donner corps à la société. Il y avait parfois des longueurs. C'est pour moi le bémol de cet ouvrage, parce que c'est quasiment le seul défaut que j'ai trouvé, mais c'est un défaut qui est quand même assez conséquent, donc c'est une lecture mitigée, alors que l'écriture est belle, que le propos est intéressant, parce que ça, je t'en ai parlé vite fait, avec les différentes thématiques qui étaient abordées, mais c'est un récit qui nous fait nous poser des questions sur notre société, sur notre organisation, nos essentiels, notre rôle à jouer, et donc ce sont des questions éminemment importantes, je trouve, et pendant ma lecture, j'ai trouvé vraiment beaucoup de thématiques très très intéressantes, très interpellantes, et qui avaient beaucoup de force. Maintenant, en plus des longueurs, il y avait quand même un deuxième petit bémol, c'est que je trouvais que ça restait parfois un petit peu en surface, je m'explique. On aborde des thématiques, mais on ne va pas approfondir longuement, il n'y a pas de théorie derrière, il n'y a pas de grand ressenti, on ne va pas s'apesantir sur une thématique en particulier, et donc je trouve que c'est vraiment passer de l'une à l'autre. Elles sont toutes intéressantes, mais finalement, à part l'indignation peut-être ou la dénonciation, je ne peux pas vraiment en retirer autre chose. Donc pour ça, je suis un tout petit peu restée sur ma faim. Donc c'est une lecture moyenne, bonne, qui reste agréable et que je t'invite à faire aussi pour l'originalité en tout cas du texte et de la plume. Ensuite, je suis passée sur un court texte de Friedrich Dürrenmatt qui s'appelle La Panne. On est ici aux éditions Gallmeister dans leur collection Totem. Ce texte a été écrit en 1956 et c'est une courte nouvelle qui met en scène Alfredo Traps et 4 autres personnages. Ce qui lui arrive à ce personnage, c'est qu'à la suite d'une panne, Alfredo doit demander asile et donc il toque à une bâtisse et il demande s'il peut être hébergé pour la nuit. Cela lui est accordé, mais son hôte l'informe que 3 de ses amis vont prendre le repas avec eux deux et qu'il apprécierait fortement qu'Alfredo se joigne à eux. Il explique aussi à Alfredo que ce repas est l'occasion d'un jeu entre lui et ses amis. Il voudrait également qu'Alfredo y participe. L'idée, c'est qu'il soit accusé. Qu'il soit accusé de quoi? Eh bien d'un crime. Puisque pendant ce repas, ils vont jouer au tribunal. Je n'en dis pas plus, là il faut te lancer, c'est très court. Encore une fois, dans ce court roman, il y a un rythme qui est très très bien mené. Dès le départ, on est pris, on est dans l'histoire, et hop, on se fait plaisir jusqu'à la fin. Il n'y a pas une phrase de trop, tout est millimétré. En plus, c'est un style qui est très soutenu, mais juste ce qu'il faut aussi pour rendre la lecture fluide, et en même temps qu'on puisse faire des petits arrêts sur phrases et se dire « Tiens, c'est bien écrit ». C'est même parfois incisif et mordant, donc c'est assez drôle. Quelques piques ont fait leur effet, j'ai pas tout trouvé drôle, mais certaines en tout cas étaient bien réussies, bien envoyées, et puis surtout il y avait beaucoup de cynisme, et ça j'ai beaucoup apprécié dans ma lecture. C'est une très très bonne lecture, du début jusqu'à la fin, et donc voilà, c'est le petit côté absurde, drôle, un petit peu cynique, c'était bien réussi, et si tu as envie de le découvrir, eh bien, fais-toi plaisir. Ensuite, je passe au livre La position de la cuillère de Deborah Levy. Pour la petite histoire, j'ai eu ce livre via un livre surprise, donc dans la librairie dans laquelle je vais assez régulièrement. Il propose des livres surprises, il y a 2-3 petits thèmes et c'est tout. Et j'adore me laisser aller, me laisser tenter par un livre qui sera une totale découverte. Ici, effectivement, ça a été le cas parce que c'est une autrice anglaise
que je ne connaissais pas. Ce livre a été traduit de l'anglais par Nathalie Azoulay et nous sommes aux éditions du Sous-Sol. Il y a eu plusieurs tomes également dans cette collection et sur Déborah Lévy, ou par Déborah Lévy. Là, c'est le 3e tome, c'est une trilogie et ce tome-ci est autobiographique. C'est un rassemblement de textes, de lettres rédigées par Déborah Lévy, fin XXe siècle, début XXIe siècle. Ça va d'une lettre adressée à sa mère, à un texte sur une marque de chaussures qu'elle avait à l'adolescence, en passant par des textes sur des autrices qu'elle apprécie, comme Colette, Simone de Beauvoir, Violette le Duc, etc. Je ne vais pas faire la table des matières, mais ce qu'on retrouve, ce sont vraiment des petits instantanés de ce que l'autrice apprécie, de ce qu'elle met en valeur, de ce qu'elle met en avant. Et ça peut aller dans tous les sens parce que son ton est complètement décalé, très impertinent et il y a un très grand franc-parler. Ça, c'est en tout cas le ressenti que j'ai eu à ma lecture et ça, c'était très plaisant. On apprend donc au travers de ces petits textes ce qu'elle apprécie, quels sont ses goûts, ses opinions et ses réflexions. Maintenant, ça part dans tous les sens, on a pas mal d'idées, pas mal de thèmes. Je trouve qu'on ne la suit pas toujours. Parfois, c'est très barré, elle nous parle à un moment d'un citron et de ce qu'elle lui trouve au niveau esthétique. Donc, il faut un peu se laisser aller ou se laisser porter par ses thèmes et par ce que l'autrice veut nous dire et par sa personnalité. Par contre, on découvre des artistes, ça c'est très agréable, j'aime toujours rencontrer des personnalités, des artistes et apprendre des choses grâce au livre que je suis en train de lire. Et ici, nous avons des écrivains, des peintres, des danseurs, donc ça ne loupe pas. Je suis donc un tout petit peu restée sur ma faim parce que je trouve pas la meilleure porte d'entrée pour vraiment la connaître. Ça donne un petit aperçu de sa personnalité, un petit aperçu de ce qu'elle est, ça c'est clair, mais on n'arrive pas à cerner, en tout cas moi je n'arrive pas à cerner Déborah Lévy dans cette autobiographie. Bon alors, cerner quelqu'un en un livre, c'est un petit peu ambitieux, mais voilà, tu comprendras un petit peu ce que je veux dire par là. C'est un tout petit peu trop éclaté et un petit peu trop papillonnant autour de plein de sujets, mais sans vraiment sans s'arrêter et sans s'appesantir sur un des sujets, en tout cas pour nous donner un peu plus de matière. Donc pour conclure, moi j'ai vraiment trouvé que ce livre m'avait donné envie d'en découvrir plus et j'ai une grande curiosité à connaître davantage Déborah Lévy. J'enchaîne avec Propos du matin et du soir, qui est écrit par Naguib Mahfouz. Ça a été traduit de l'arabe égyptien par Marie-Francis Sade. On est ici aux éditions Babel. L'auteur a écrit ce roman en 1987 et on est vraiment dans un roman très très atypique. L'auteur prend le parti de nous raconter l'histoire dans une chronologie plutôt alphabétique. Je m'explique. Il a construit une histoire autour de plusieurs arbres généalogiques. Et tous les membres de ces différentes familles ont évidemment un prénom, un nom, ou plusieurs prénoms, plusieurs noms de famille. Et l'auteur prend le parti de les mettre par ordre alphabétique dans le roman. Et donc, pour chaque personnage, on va raconter sa vie. Ça veut dire qu'on a dans les A, le personnage A, on apprend sa vie, comment est-ce qu'il va évoluer, avec qui il va se marier, les métiers qu'il va faire, comment vont se passer donc son adolescence, sa vie d'adulte, et puis comment il va mourir. Et ce schéma est récurrent, puisque pour chaque personnage, on va avoir cette trame avec cette petite biographie pour chaque personnage. Tu l'auras compris, on ne commence pas dans un ordre chronologique, puisque ce sont les personnages classés par ordre alphabétique qui dictent le roman et qui va dicter finalement tes portes d'entrée. Donc peut-être que le A, c'est quelqu'un qui est né en 1950 et peut-être que le A d'après est né en 1830, puisqu'on est quand même sur plusieurs générations. Donc on peut aller dans plusieurs temporalités. Il y a beaucoup de générations présentées, beaucoup de personnes par génération. Donc on peut aller très, très loin et il y a beaucoup de personnages, il y a plus d'une centaine de personnages et donc de chapitres. Et à la fin du roman, il y a plusieurs arbres généalogiques pour ne pas être trop perdu parce que sinon c'est assez compliqué de s'y retrouver. Voilà pour l'originalité du texte.
Ce que j'ai apprécié aussi, c'est évidemment tout le contexte historique, puisque on va retrouver les différents systèmes politiques et les différents régimes politiques qui se sont succédés sur ces différentes générations en Égypte, et quels sont les impacts de ces régimes, quel camp se trouvait chacun des personnages, et donc ça évidemment, ça se retrouve dans le livre, donc on a aussi toute cette dimension historique que j'ai beaucoup appréciée. Malheureusement, il y a quand même quelques points négatifs. J'ai trouvé d'une part qu'il y avait trop de personnages, et donc on se perd, et puis surtout on ne s'attache pas toujours, parce qu'on ne reste pas assez souvent avec eux. Il y a des personnages qui ont les mêmes prénoms aussi, donc on peut confondre, et honnêtement, on ne reste pas assez avec les personnages, en tout cas pour ma part, pour que je puisse, ou pour que j'ai pu m'attacher vraiment, et donc ressentir des émotions, d'autant plus que pour chaque personnage, on sait qu'il va mourir, et donc on a 2-3 pages sur ce personnage. Alors évidemment, on le retrouve très souvent après, puisqu'il est le frère, le père, la mère de quelqu'un d'autre, et donc il aura un petit rôle aussi dans une autre biographie. Mais je trouvais que ça nous perdait un petit peu trop, et ça papillonnait trop d'un personnage à un autre. Et puis j'ai apprécié avoir ce contexte égyptien, mais comme on passe aussi sur plusieurs générations, sur plusieurs régimes, c'est très survolé aussi, et donc on n'a pas non plus tout l'ancrage. Quand on ne connaît pas bien ce régime, on n'a pas tous les éléments, toutes les informations pour bien maîtriser. Alors c'est toujours un peu compliqué de maîtriser un contexte géopolitique, mais j'aurais voulu qu'on s'apesantisse un petit peu plus aussi sur ce contexte pour nous donner un peu plus de clés aussi. En plus, j'étais un peu frustrée parce que je trouve qu'il écrit super bien, et j'avais vraiment envie d'être installée dans une narration parfois un peu plus classique, parce que je suis certaine que si ça avait été un roman un peu plus traditionnel, avec un peu moins de personnages ou une seule famille, eh bien je suis sûre que j'aurais adoré, parce que tout au long de ce roman, j'ai beaucoup aimé son écriture, et ça n'a pas été du tout un abandon ou une lecture fastidieuse grâce à ça, vraiment. Il y a un petit effet puzzle évidemment qui se construit, parce que plus on avance dans les personnages, plus on connaît les familles, plus on se rappelle des noms, et plus on remet vraiment du liant entre toutes ces personnes. Mais voilà, ça n'a pas été suffisant pour que je puisse trouver ça génial. Et puis il y avait du coup un petit peu trop de répétitions, puisque le schéma était à chaque fois le même. Voilà, là je te donnais un petit peu tous les éléments. Ça reste quand même une lecture que j'ai faite qui était agréable, avec pas mal de qualité. J'ai des petits bémols, mais voilà, c'est dommage. Je suis quand même content d'avoir découvert cet auteur et ce contexte politique. On arrive au dernier livre du topo. C'est Le temps d'un souffle, je m'attarde par Roger Zelazny. C'est un livre qui a été écrit en 1966, un livre de SF. Il est édité au Passager clandestin dans la partie collection 10 chroniques, et ça a été traduit par Jean Bellache. C'est une traduction qui a été revue par Dominique Bellec pour cette présente édition. Le Passager clandestin, que je ne connaissais pas, est une maison d'édition qui, dans cette collection 10 chroniques, reprend des nouvelles de science-fiction ou d'anticipation qui sont issues d'auteurs très connus ou non, mais qui ont en commun, ces auteurs, d'avoir une vision et un grand imaginaire du futur. C'est noté évidemment dans la préface, je n'invente rien. Je trouvais ça intéressant de le partager parce que je ne connaissais pas cette maison d'édition et cette collection. Comme en plus j'aime beaucoup les récits d'anticipation, eh bien je pense que je serai attentive sur les autres anciennes prochaines parutions. Ici on suit un monde sans hommes suite à une apocalypse. Le monde est contrôlé par deux entités. Il y a l'entité du ciel sur la terre et l'entité qui est bien plus profonde dans la terre. Les entités ne savent pas tout faire, donc par exemple sur la terre, la gestion a été déléguée entre guillemets à deux ordinateurs qui recensent les données et qui gèrent un certain nombre de choses par hémisphère. Donc il y a un ordinateur dans le sud et un autre dans le nord. Tu t'en doutes. Ces ordinateurs ont notamment la surveillance de plusieurs machines parce que l'objectif c'est de reconstruire la Terre en vue, on l'espère un jour prochain ou non, d'accueillir à nouveau des humains. Au nord, l'ordinateur s'appelle GEL et sa petite particularité, en plus d'être brillantissime et très intelligent puisque c'est un ordinateur très complet, eh bien il se passionne également pour
l'homme. Voilà, je ne t'en dis pas plus, il faut découvrir, hein, c'est une nouvelle. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois, mais bon, je ne peux pas dire autre chose que ça. C'est une nouvelle qui a un rythme très rapide, elle est très rythmée, il y a beaucoup de dialogue aussi. On utilise quelques petits concepts de la science-fiction, mais ça reste très très compréhensible, c'est expliqué aussi. Toute la lecture est très fluide. On y parle, tu l'auras compris, puisqu'on est dans les ordinateurs d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle et ses débuts datent des années 50. Ici, donc, on est en 1966, donc on est quand même aux prémices de l'intelligence artificielle, et je crois que c'est le mérite également de ce texte qui fait partie, il me semble, des textes précurseurs aux intelligences artificielles, aux textes abordant l'intelligence artificielle. Et ici, ça ne rate pas, nous sommes dans les réflexions qui déterminent ce qui fait, ce qui départage, ce qui caractérise les hommes des ordinateurs. Alors déjà ici, moi j'ai beaucoup apprécié ma lecture, mais je pense que je l'aurais encore plus apprécié en 66 quand je ne connaissais pas tout ça, ou sans avoir été évidemment bercé par plein de récits sur les intelligences artificielles ou de films qui parlent de ces sujets. Donc évidemment, je crois que quand on lit cette nouvelle, il faut la lire dans ce contexte, en se disant qu'on est au début de cette thématique, sinon ça n'a pas beaucoup de sens, ou ça peut évidemment paraître redondant ou peu utile, mais quand on sait ça, je trouve que ça rajoute une dimension. Le texte est quand même super bien fait, c'est très agréable à lire, et ça reste quand même, je trouve, moderne. Et donc c'est une très bonne nouvelle que j'ai trouvée bien ficelée, bien construite, bien clôturée aussi. Donc là, c'est une très belle découverte, que ce soit pour ce texte de Zelazny ou de la maison d'édition. C'en est tout pour aujourd'hui. J'espère, comme d'habitude, que tu as pu trouver des lectures à ton goût, ou alors que tu as eu envie de faire certaines découvertes ou sortir de ta zone de confort. Et puis si pas, j'espère que dans le prochain topo, cette fois-ci ce sera le cas. Je te souhaite évidemment de faire de très 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 belles rencontres, découvertes, livresques, et puis que le plaisir de lire soit avec toi.